effarotage exceptionnel à Camtel. Grâce à 130% de bonus d'appel gratuit, le Tony Free 1, tu recharges 1000 francs. Tu actives toi-même ton bonus par étoile 155 étoile 1001 étoile 1 dièse. Tu as droit à 15 minutes gratuites dans le réseau Camtel, 3 minutes gratuites vers les GSM pendant 7 jours. Et ce n'est pas fini. Bonjour à tous, merci donc de nous retrouver une fois de plus pour cette 6e production de votre programme Copa del Mundo sur 24 télévisions. Nous avons l'insigne honneur ce jour d'accueillir sur ce plateau un invité, un entraîneur de football qui nous vient de la diaspora, notamment du côté de la France. Samy Ekoto, merci d'être parmi nous ce jour. Bonjour. Bonjour, et je vous remercie surtout de m'accueillir sur votre plateau pour pouvoir parler football et sur plan technicien. Alors Samy Ekoto, je rappelle que vous êtes entraîneur professionnel de football, vous êtes préparateur physique. Je rappelle également que vous êtes cadre technique de football, membre de l'UNECATEF. C'est quoi l'UNECATEF? L'UNECATEF, c'est l'Union nationale des cadres techniques oui. et entraîneurs de football. Tout simplement. Tout simplement. En France. En France, et bien. On prend même souvent ceux maintenant qui viennent d'Europe. Vous êtes également président d'un groupe, hein? Oui, je suis président d'un groupe que j'ai mis en place moi-même, qui travaille sur tout ce qui est évaluation, préparation physique de footballeurs de haut niveau, et aussi la formation des cadres, voilà, la mise en place parfois du sport de haut niveau dans des villes qui n'en ont pas. Voilà, vous avez bien compris, c'est un invité, pas comme les autres qui est sur notre plateau ce jour. Rassurez-vous, il est en place, c'est notre consultant permanent, Samuel Nzoké. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour Samy Ekoto, et c'est tout un plaisir de partager ce plateau avec vous. Alors Samuel Nzoké, nous sommes tellement suivis au niveau de la diaspora, si on s'en tient au coup de fil et même les échanges sur les réseaux sociaux. Vous personnellement, vous avez été, on va dire quoi, titillé par pas mal de personnes. Aujourd'hui, nous avons une personne ou alors une personnalité sportive qui nous vient de la diaspora. On peut dire que c'est, on remet la paix de monnaie, non, c'est ça? C'est-à-dire qu'on voudrait bien toucher les problèmes, n'est-ce pas, du doigt? Oui, je crois qu'aujourd'hui, c'est tout un plaisir d'avoir un technicien chevronné sur ce plateau qui va véritablement éclairer la lanterne. Et ça rentre dans l'objectif de cette émission qui est de faire partager le football dans sa globalité à ceux qui le regardent seulement sans savoir les règles qui le régissent. Très bien. Alors Samuel, peut-être pourquoi pas continuer sur cette même lancée avec deux petits rectificatifs. Le premier, c'est le Cameroun n'a jamais joué contre le Mexique en phase finale de Coupe du Monde. En 2002, si vous permettez, nous étions dans le groupe E. Le Cameroun avait joué contre l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Irlande et bien sûr le Cameroun. Donc nous l'avons dit la semaine dernière, le Cameroun n'a jamais joué contre le Mexique. Il faut qu'on le précise. Et en deux, en phase, pour ce qui est des éliminatoires Coupe du Monde, le Cameroun a inscrit 12 buts et en a encaissé 4. Tout à fait. Voilà, je voulais bien qu'on apporte ces deux rectificatifs. Alors, Samy Ekoto, entraîneur de football, préparateur physique, comment se porte la préparation physique en France aujourd'hui? La préparation physique a très vraiment évolué. Et la France se met à la page, hein, parce qu'on n'est jamais... Mais c'est quand même le très haut niveau où on intègre aujourd'hui tout ce qui est médicalisé dans le sport de haut niveau. Donc tout ce qui est tests médico-sportifs, aujourd'hui les clubs signent des partenariats avec des centres médicaux spécialisés. D'où la structure que j'ai effectivement. Et on a des nouvelles méthodes très à vous point. Très bien. La seule chose qu'on a aujourd'hui, l'évolution aujourd'hui du football en Europe, on travaille beaucoup plus sur la récupération. Donc c'est ça, le travail est beaucoup plus axé sur la récupération. Vu les compétitions répétées, les séances d'entraînement difficiles, donc la compétition, la récupération est très importante. Voilà, pour corroborer avec tout ce que vous dites, je rappelle d'ailleurs que les Lions indomptables viennent de prendre comme préparateur physique un Français, il s'appelle M. Manovi. Il est bien connu de la scène sportive. On vous retrouve dans quelques poussières de secondes pour justement entrer dans le vif du sujet. Le Cameroun aujourd'hui, deuxième partie
les Lions indomptables et leur adversaire. Notre technicien de formation va donc analyser de manière profonde cette question. On verra bien si le Cameroun pourra s'en sortir contre le Mexique, la Croatie et pourquoi pas le Brésil. Beaucoup d'éléments à vous proposer tout au long de cette émission. Retrouvons-nous dans une légère transition. Merci. Alors, Samuel Zoké, c'est la deuxième partie. Il faut qu'on le rappelle, nous avons commencé cette partie, nous avons terminé cette partie par le Cameroun, qui est, on va dire, la 5e nation, pas en ordre croissant, on a choisi comme ça, mais première nation en termes de participation. Déjà, cette participation, le Cameroun qui est donc dans la poule A, et le Cameroun qui devra affronter le Mexique, la Croatie et le Brésil. Alors, la semaine dernière, justement, vous avez sur votre petit écran, sous forme de photographie, ces différentes formations. Le Cameroun qui va donc affronter le Mexique, le Cameroun, le 13, voilà. Alors, Samuel Zoké, aujourd'hui, il est question d'analyser profondément avec le technicien, justement, les différentes confrontations. Vous avez là donné votre point de vue en tant que consultant. Alors, Sami Koto, si on vous posait la question de manière directe, si vous, en tant qu'entraîneur, vous avez quelques appréhensions par rapport à la poule du Cameroun? Les appréhensions, je ne pense pas qu'il faut. Vous savez, la Coupe du Monde, c'est une compétition unique. Donc vous prenez l'adversaire qui est tiré au sort, vous avez tout le temps de superviser leur match, de vous préparer en même temps en fonction. Maintenant, un match n'est jamais joué d'avance. Tout dépendra de la fraîcheur, surtout de nos joueurs, après leur championnat. Et les autres équipes sont au même pied d'égalité. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je ne vais pas m'avancer en disant, bon, tel groupe, tel groupe, tel groupe. Vous savez, les clubs, les entraîneurs changent parfois tactiquement leur système de jeu. Si vous étudiez une partie et que vous arrivez le jour même, ils modifient pour vous déstabiliser, vous êtes complètement sur le côté. Très bien. Alors, Samuel Zoké, justement, cette équipe-là, cette sélection a bien commencé sa préparation du côté de l'Autriche avec cette rencontre amicale ce lundi contre la Macédoine, le deuxième match amical entre les deux formations. Nous sommes sur la bonne pente. C'est une semaine de préparation en Autriche. Comment est-ce que vous avez suivi cette préparation-là en Autriche? Non, déjà, à titre personnel, je dois dire que les Lions ne nous rassurent pas à cet instant, dans la mesure où je crois que les problèmes administratifs, ça veut dire que tout ce qu'il y a comme out dans le jeu vient influencer un peu ce cadre de concertation ou alors ce regroupement qui est en Autriche en ce moment. Nous voyons, pendant que toutes les autres formations avaient purement et simplement évacué des problèmes de primes, des problèmes de participation, le Cameroun aujourd'hui traîne encore cette épine-là et j'ai peur que de tels dysfonctionnements viennent à entacher le moral de l'équipe qui se veut serein en ce moment. Parce que à l'heure où nous sommes, nous devons être en partition avec cette équipe, nous devons implorer et les esprits et tout ce qu'il y a autour pour que cette équipe retrouve véritablement la paix, la sérénité, apte à pouvoir l'amener à produire une bonne participation à cette Coupe du Monde. Lorsqu'on traîne encore des casseroles, moi, personnellement, ça commence à me faire tiquer. Alors, Sami Koto, vous avez quelque chose à dire par rapport à cette situation? Il paraît que les problèmes administratifs sont en train de vouloir prendre le pas sur les problèmes techniques. Oui, bon, c'est des choses qu'on peut déplorer. Hein. Est-ce que vous avez des mises au point par rapport à cette situation? Les mises au point, moi, c'est une situation globale. Il a dit tout à l'heure, prenons le football dans sa globalité. Donc moi, je ne cesserai jamais de le dire, et je le dirai toujours si ça peut faire avancer les choses. On a un problème de dysfonctionnement dans ce pays de notre fédération. C'est-à-dire de tous les organes du football, il y a un dysfonctionnement incompréhensible. Donc pour vous, c'est la fédération? Pour moi, ça n'a rien à voir. Il faut travailler en amont. Ça, c'est des choses qu'on ne négocie pas ça à la fin. Quand vous voulez embaucher un bonhomme, vous prenez le temps de le voir, discuter avec lui, il vous pose son salaire, vous négociez, il le sait d'avant et il commence à bosser. Bon, admettons, on est sur le plan du football. Restons sur notre schéma. Tout à fait. Tout ce que je peux déplorer, il a dit tout à l'heure, il y aura peut-être un petit problème pour des joueurs fragiles avec cette question-là. Est-ce que c'est l'argent qui fait le joueur ou c'est le joueur qui joue après Vous qui êtes en Europe, qu'est-ce qui fait l'autre? C'est le professionnalisme en Europe. Donc, le garçon, il a son salaire. Il le sait d'avance, il a signé son contrat. Si vous le dites, ça veut dire qu'en Afrique, c'est l'amateurisme. Oui, on est amateur.
Hein, arrêtons de dire qu'on est Même l'équipe professionnel. nationale du Cameroun? Oui, l'équipe nationale du Cameroun. Non, non, non. Dans l'équipe nationale du Cameroun, il y a des joueurs professionnels. Là, j'ai failli. Mais l'organisation Oui. et la structure même de la fédération, c'est des amateurs. Moi, je le dis et je suis prêt à Vous prendre avez n'importe quelques quel- éléments qui puissent, n'est-ce pas, mieux étayer, illustrer votre position? à la position. Bah oui, à Pourquoi partir est-ce du que moment où vous vous avez dites- une fédération qui n'arrive même pas à mettre en place un championnat amateur. Un championnat amateur. C'est même la base du football. Vous voulez avoir des professionnels de demain, mettez un championnat amateur qui va jouer le rôle de la formation des jeunes footballeurs professionnels. Après, avant qu'ils ne passent dans les centres de formation spécifiques. Mais on n'a pas un championnat amateur. Et c'est ce que je déplore. Moi, à mon époque, au Cameroun, on avait encore des championnats qui nous permettaient de jouer en tant que jeunes. C'était des championnats organisés par des structures scolaires. On jouait l'OSUC à l'époque. L'OSUC, les matchs tous les week-ends. Ça se jouait même le mercredi parfois, hein, les après-midi quand on n'avait pas l'école. On partait jouer contre le lycée polyvalent, Liberman contre le lycée technique. C'est comme ça que moi j'ai pu jouer contre Joseph-Antoine Bell, des trucs comme ça. Les interquartiers, on en avait. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. On n'en a plus. Donc le championnat amateur au Cameroun n'est pas structuré, il n'existe même pas. Mais Samuel Zoké, cette situation dure et perdure depuis Donc, pratiquement... Oui, Samuel. Oui, Je vais Samuel Zoké, revenir vous sur comptez? le D'accord, oui. cas que Samuel a évoqué tout à l'heure, la préparation. Ce que je peux déplorer, le Cameroun va jouer des matchs à des températures, je ne sais même pas. Si on à peut quel encore degré. avoir la Je pense que le photographie premier match, si oui. mes souvenirs sont bons, ils doivent jouer peut-être à 13h. À 13h, il fait chaud. Tout à fait. Hein, il fait très chaud et on va s'entraîner en Autriche. Il fait un peu frais là-bas. Hein, donc regardez bien, je ne comprends pas très bien ce Voilà, choix stratégique merci. Tout à pour fait. pouvoir 13h. aller. Cameroun, Mexique, 13h. Voilà, Oui. pour pouvoir aller jouer les matchs où il fait très chaud. On pourrait très bien s'entraîner et se préparer au Cameroun. Hein. Je viens de voir un match de première division. En Bancomo, par exemple. En Bancomo, par exemple, il Oui. fait très chaud. C'est pratiquement les mêmes températures qu'on va retrouver là-bas. Tout à Et fait. les joueurs seront en condition, les organismes se seront déjà habitués à cet effet de chaleur, parce qu'en physiologie, c'est des facteurs qu'on prenne en compte. Hein. Donc ceux qui ne le savent pas, bon, enfin, ils savent ce qu'ils ont fait. Hein. Vous n'avez pas quand même dit qu'il y en a pas. Vous n'avez pas dit que au sein de cette formation, au sein de l'encadrement technique, ils ne le savent pas. Hein. Peut-être qu'ils fuient. Vous savez, je vais revenir là-dessus. Vous avez beau avoir dans ce pays des gens compétents. Très bien. À partir du moment où on ne leur donne pas la main libre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la carte blanche, et que c'est les dirigeants qui viennent leur dire ce qu'ils doivent faire dans leur métier, je suis sûr qu'on marche carrément sur la tête. Mais est-ce qu'un compétent peut se faire dominer par un incompétent? Un vrai compétent ne se laisse pas dominer. Il démissionne. Ça veut tout dire. Alors, Samuel Zoké, je disais cette situation périphérique au sujet autour des Lions due depuis 90. On se souvient de cette affaire qui a défrayé la chronique avec Joseph-Antoine Bell qui a, à quelques heures, claqué la porte. Il n'a pas voulu jouer parce qu'il y avait des problèmes de primes. Chaque Coupe du Monde, c'est pratiquement la même chanson. À la limite, on a envie de dire qu'est-ce qui se passe. Non, en principe, hein, il faut reconnaître les choses. Moi, vous trouvez généralement ici que certains me trouvent excessif, mais c'est parce que j'aime souvent oser dire les choses telles qu'elles devraient être dites. Il faut le dire. Pourquoi? Parce qu'un pays normal ne s'aventure pas comme nous sommes en train de faire la navigation à vue. Un pays normal est bâti sur un ensemble de programmes. Voilà. Et un programme se détaille en objectifs. On se fixe les objectifs, on se donne les moyens, on se donne une méthodologie, on attend un résultat quelconque. C'est toute cette chaîne-là. C'est toute cette chaîne-là, lorsqu'elle est bien ficelée, qui fait donc arriver à des résultats concluants. Lorsqu'à la base, vous ne savez même pas que les primes, ça se négocie lorsque vous êtes qualifié et que ça se règle avant d'engager la phase préparatoire. La phase préparatoire, c'est ce que nous appelons la phase out. Ça veut dire que l'équipe est fermée. Alors, Samuel Zoké, une minute, je vous en prie, prêtez-moi une minute. Oui. Samy Koton, il faudrait que vous essayez un peu d'apporter votre point de vue. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, justement, parce que le débat est également là, les Lions, on parle de primes, de participation, on parle de primes de match, on parle de tout. Concrètement, de quoi s'agit-il? Est-ce que la FIFA alloue une somme importante aux équipes africaines pour la préparation? Est-ce que c'est un package ou alors c'est le gouvernement de chaque pays qui, n'est-ce pas, viennent à la rescousse de ces formations? Parce que justement, le débat est également à ce niveau. On parle de là de contribuables et tout. Finalement, c'est comme dans un fourre-tout, on ne comprend plus rien. Est-ce que vous avez quelques éclaircies? Donc, je pense que c'est un débat que nous avons déjà réussi nous avons eu peut-être éventuellement, mais je vais vous rappeler, la Coupe du Monde, c'est une compétition internationale qui est organisée par la FIFA.
en fonction du pays qui a été élu pour la faire. La FIFA alloue dans tous les pays, pas seulement les pays africains, tous les pays ont une enveloppe pour leur permettre de préparer cette Coupe du Monde, parce que c'est un enjeu économique, politique, tout ce que vous voulez. Et là, cette enveloppe-là, chaque pays en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que la préparation, les primes, s'ils en veulent. Maintenant, s'il y a une enveloppe de plus que l'État camerounais veut faire à ses joueurs ou son équipe nationale, ça ne le regarde que ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est une enveloppe globale que chaque fédération reçoit de la FIFA pour la préparation de cette compétition. Nos investigations font état de près de 4 milliards de francs CFA pour cette enveloppe. 4 milliards, moi je ne peux pas vous le confirmer. Ça, c'est les investigations des journalistes. Oui, 4 milliards. Alors, 4 milliards, après, il faut les répartir. Il y a toutes les charges à enlever, les hôtels, les transports, l'hébergement et tout ça. Premier tour, quand vous enlevez tout ça, il restera un petit paquet. Là, on peut parler prime de participation, on peut parler de prime de match en cas de victoire ou de défaite. Pour le cas d'espèce, pour revenir peut-être rapidement à Samuel Zoké, qu'est-ce que les Lions réclament? Vous avez eu les Lions n'ont rien à réclamer. Les Lions n'ont rien à... C'est-à-dire, c'est dû. Qu'est-ce que les joueurs... C'est un dû. Oui. Les joueurs n'ont rien. Ils peuvent négocier à la rigueur en connaissant l'état de la caisse qui est à partager. Je vous ai parlé de 4 milliards presque. Bon, si c'est 4 milliards qui restent après toutes les charges, on peut les partager. Non, au départ, c'est 4 milliards. Oui. Maintenant, après toutes les charges, c'est pas Maintenant, si c'est 4 milliards pour la préparation globale. Tout à fait. Hein? Oui. Attendons, payons d'abord... regardons combien, ça dépend où ils ont choisi pour aller siéger. Oui. Hein, donc, ils sont en Autriche. Ils ont pris des hôtels de 15 étoiles, machin, qui vont coûter cher. Ouais. Ça va déjà enlever une grosse partie. Je ne sais pas comment ils vont manger là-bas. Je ne sais pas comment ils vont voyager. Est-ce que c'est par bus, c'est par avion? Donc tout ça, dès qu'on enlève tout ça, il va peut-être rester 2 milliards. Hein? Ouais. Prenons alors les 2 milliards. Il y a combien de joueurs? Il y a combien d'encadrement? Pour le moment, ils sont 28. Ils vont rester 23 bien après. Oui, donc il y a 23 joueurs qui méritent une prime. Tout à fait. Hein? La prime de match, bon, j'espère qu'ils vont gagner. Maintenant, on va calculer les primes de match en fonction de ce qui reste. Et après, le reste, c'est le gâteau, où on peut tirer à ce moment-là la prime de participation. Voilà. Mais vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que les joueurs vont réclamer 100 millions chacun, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Très bien. Alors, Samuel Zoké, je vous ai coupé, je vous la rends, votre minute. Ok, Michel. En principe, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, si on s'en tient aux informations que nous avions au sein de la tanière, le gouvernement camerounais a alloué 45 millions de francs de frais de participation à tous ceux qui vont être sélectionnés pour aller au mondial. Il s'avère donc que la Fédération camerounaise de football, qui a reçu le montant, la location qui lui a été fournie par la FIFA pour la préparation, les joueurs voudraient savoir combien est-ce qu'on va leur donner dans cette quote-part. Mais c'est un silence muet. Et ça, c'est un silence complice. Parce que même les Camerounais aujourd'hui, la Fédération camerounaise de football, bien qu'on dise que c'est une entité à part, mais c'est quand même le Cameroun. Si on donne 45 millions et que c'est l'argent du contribuable, pourquoi lorsque la FIFA donne de l'argent pour préparer une compétition, les Camerounais que nous sommes, les sportifs que nous sommes, ne devions pas être informés? Une nation qui se respecte, elle fait ce qu'on appelle un barème de répartition. Dans ce barème, vous allez allouer, comme Samy l'a dit tout à l'heure, vous allez allouer une partie à l'hébergement, une partie aux charges de... toutes les charges. Il y a même une partie au fonctionnement de la fédération. Voilà. C'est un agent qui vient une fois chaque 4 ans. Tout à fait. Et après, vous allez donc rester. Ce n'est pas nécessairement les 23 là. Moi, le débat même, je ne le comprends pas. Ce n'est pas le débat de 23. C'est les sportifs camerounais qui devraient bénéficier de cet argent. Ceux qui ont fait qualifier les Lions et qui ne participent pas à ce mondial, vous croyez qu'on doit les laisser dans la rue? Une nation qui se respecte prend en compte tous ceux qui participent à l'effort. Le Cameroun, la participation du mondial, ce n'est pas les 23 qui vont au mondial, mais c'est tous ceux qui ont contribué, que ce soit les porteurs d'eau, que ce soit les harangueurs de foule, que ce soit la nation tout entière. Et c'est pour ça qu'on voudrait aujourd'hui que les ressources de ce pays servent réellement à son développement et non que ça aille dans les poches des individus. Si les joueurs posent ce problème, parce qu'ils ont vu un niveau de vie ostentatoire de tous ceux qui les encadrent. Quand vous voyez le professeur Joseph Ouna aujourd'hui, il a pris une boulimie. C'est terrible, tout le monde voit. Oui, mais Samuel, il n'était pas aussi scriptique. Non, il ne faut pas cacher. Il faut pas cacher Samuel, les choses, monsieur Joseph Ouna est en train de s'engager aujourd'hui avec l'argent du football camerounais. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. On ne va pas continuer comme ça. On
On n'a pas continué. Très bien. Monsieur Adjouba. Alors, avant peut-être de revenir à... Oui, Samy Okoto, 30 secondes. Dans Parce des qu'on va- débats qui ne sont pas très intéressants. Oui. Monsieur Joseph Ovona, vous ne pouvez pas confirmer ni certifier qu'il est à en fait. train de s'agresser. Tout à fait. Engraisser avec Tout à fait. Il a un bon point qui... voilà. Laissons ça de côté. Oui. Franchement, parlons de vraies choses. Tout à fait. Quand il y a une prime, quand tout joueur, comme il a dit tout à l'heure, il a ajouté un élément très important. Et là, ce vous n'est avez pas d'ailleurs seulement les l'image du 23. professeur hein, sur votre écran. Oui, ce n'est pas seulement les 23. On peut très bien aussi C'est un bon imaginer sportif, tous les bien autres noté. qui ont participé Félicitations, professeur. à l'effort de la qualification, Oui. qui a été tellement difficile Tout à qu'on ne fait. pensait même pas y aller. C'était une qualification à la césarienne. Voilà, donc je me dis, partageons le gâteau. Hein. Moi, tout ce que je peux demander, je vous en ai même dit, je ne sais pas quand est-ce qu'on en a discuté, j'avais dit, la meilleure satisfaction, c'est le joueur Tout à qui fait. se dit, voilà, j'ai passé une bonne Coupe du Monde, je suis content, j'ai vendu mon image. Parce que c'est là où on prend aussi les indices au niveau de la FIFA. Le gars, il monte d'un cran, et s'il va aller signer un contrat demain, il va coûter un peu plus cher. Tout à fait. Donc, Tout à fait. prenez du plaisir, et puis faites plaisir aux Camerounais en leur offrant Alors, une belle Coupe du Monde, et puis mettre le pays. Alors, dans- les Camerounais, les Lions indomptables feront-ils plaisir justement aux Camerounais? La question a été posée à l'homme de la rue. On leur a demandé si, à leur avis, ils pensent que les Lions indomptables iront au second tour. Nous avons baladé notre micro dans la capitale économique, à Douala. Écoutez très très attentivement ce que laissent entendre ces Camerounais ordinaires. Si on les motive comme ils sont en train de demander là, ce qui est sûr, ils iront plus loin, même que 90. D'ailleurs, ces garçons-là, ce n'est pas le potentiel qui les manque, il faut seulement les booster. Ce sont des garçons très forts. Nous-mêmes, nous les voyons comment les gars s'expriment dans leurs équipes. Si on les booste ici, là, non, ils vont nous faire, ils risqueront même de faire même ce qu'on n'a pas fait en 90. Et je suis sûr que les Lions vont passer le premier. Je suis sûr d'eux. Très évidemment, parce que les Lions, nous sommes sûrs d'eux. Par rapport à l'ambiance et tout ce qui s'était passé concernant la normalisation. Alors cependant, nous sommes très sûrs, parce qu'avec la Croatie, nous sommes sûrs d'avoir nos 3 points. Et négocier avec le Brésil au deuxième tour, au deuxième match. Alors ce qui fait en sorte que les Camerounais sont rassurés. Voilà déjà l'exemple des stades. Parce que les stades se remplissent déjà. Parce que le monde du sport camerounais revient déjà en place. Voilà donc pourquoi nous sommes en train de vouloir en sorte que tous derrière les Lions, nous sommes sûrs de cette ambiance et de cette victoire passant pour le deuxième tour. Le Cameroun ne va pas passer même le premier tour parce que nous n'avons pas de joueurs chez nous. Hein? Qu'un joueur, même les encléments ici chez nous, tout ça. Voilà le Matamga qui s'est passé dernièrement. Le Cameroun ne peut même pas passer. Il faut même d'abord pour le Matamga là. Je pense qu'à travers de ces matchs-là, nous on peut aller haut. On ne peut nulle part. On a deux adversaires devant nous, c'est bon, si on nous dépasse. Donc le secret, le Cameroun va faire là, quand on les tape là, ils rentrent, on reste nous seulement. On vient rester, on va le match ensemble. Ce qui va te faire là, c'est la boule, on va jouer le match là. Groupe Fadil, un mastodonte qui illumine l'agro-industrie dans la sous-région de l'Afrique centrale à travers des produits de qualité offrant une garantie en termes d'efficacité. Groupe Fadil, une agriculture au service de l'élevage dans un range de références riche et diversifié, répondant aux besoins de l'activité pastorale. Groupe Fadil, des infrastructures touristiques haut de gamme, symbole de l'hôtellerie moderne au Cameroun, dans un cadre approprié de détente et de divertissement. Et pour accompagner cet empire industriel, un groupe de presse pluriel arrimé dans l'univers des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Groupe Fadil, l'excellence au service de l'émergence pour faire toujours plus et mieux. Voilà, chacun y va donc de son petit mot, les Camerounais de la capitale économique, c'est ici à Douala. Alors, Samy Koto, l'Afrique aura 5 représentants en Coupe du Monde. Par le passé, nous avons vu que souvent, ces participations n'ont pas été vraiment honorifiques, peut-être hormis en 2010 avec le Ghana qui est arrivé en quart de finale et qui a failli, n'est-ce pas, accéder en demi-finale. N'eût été cette rencontre contre l'Uruguay que nous avons tous vu. Cette année, en 2014, quelle est la projection qu'on peut faire sur les participations des 5 représentants africains? Cette projection-là, moi je suis beaucoup plus optimiste
parce que je la vois d'année en année en train de monter en puissance. Le football africain aujourd'hui est en train de s'améliorer sur la qualité et le travail des éducateurs, des entraîneurs et tout ça qui se forment. Ça, c'est une très bonne chose. Et parfois même, je me pose des questions parce que j'ai lancé en Europe une enquête. Je me demande si les Européens et même la FIFA ne freinent pas la progression vraiment des Africains à se rapprocher un peu du niveau du football européen et les autres qui sont assez développés. Parce que j'ai fait une enquête en Afrique. Il n'y a pas qu'au Cameroun. Je me suis rendu compte que la matière grise du football, elle est en Afrique. C'est-à-dire que c'est l'émergence plus tard. Et les Européens ont compris, ils commencent à rentrer chez nous pour venir voir un peu tout ce qu'il y a comme talent. Le seul problème, c'est que quand on vient vous faire des formations FIFA, moi j'en ai vu quelques-unes, j'étais triste. J'étais triste. C'est des formations de niveau très très médiocre. Je ne sais même pas qui est. C'est fait exprès? Je me pose la question. Est-ce que c'est fait exprès? Je me pose la question. Moi, je vous la pose. Et j'espère que ce n'est pas fait exprès parce que des gens comme nous, on est capable de mobiliser en Europe là-bas. Je le pose la question autrement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est fait exprès? Moi, j'ai l'impression que c'est fait exprès. Parce que quand on vient vous imposer de faire le professionnalisme, sachant que vous n'avez pas les moyens, on devait vous accompagner. On doit vous accompagner, vous apporter tous les moyens nécessaires. Moi, je ne sais pas si au Cameroun aujourd'hui, vous avez un plateau technique capable de faire des tests médicaux sportifs pour signer un contrat professionnel de footballeur. Alors que là-bas en Europe, si je vous donne un exemplaire, heureusement, je n'ai pas pu en ramener, vous allez voir, c'est toute une batterie de tests comme ça. Vous passez sur chaque main de médecin. Et si on trouve une faille, vous ne pouvez pas signer un contrat professionnel. Ça veut dire que vous n'avez pas le niveau morphologique, type, niveau de la santé, de pouvoir évoluer dans ce métier-là qui est très, très éprouvant. Donc moi, quand je vois des formations, c'est bien de faire des formations. Nous, on en a des batteries tous les jours, on en fait à l'UNICATEF, on en fait. Le seul problème, c'est que au lieu de venir aider le développement du football au Cameroun, on vient prendre son talent. Très bien. Voilà. Alors, Samuel Zoké, c'est la participation globale des 5 sélections africaines en Coupe du Monde. Comment est-ce que vous projetez justement, on va dire quoi, cette présence-là? Est-ce que vous pensez que, contrairement en 2010, il y a une ou deux nations qui sont à même de se projeter en demi-finale? Ça reste toujours un challenge. Aucune nation africaine en Coupe du Monde, pour ce qui est des seniors, n'a jamais accédé en phase finale, en demi-finale. Oui, je me réjouis que Samy ait dit pratiquement la même chose que j'ai eu à dire sur ce plateau, à savoir faire en sorte que faire émerger le football typiquement africain. Voilà. Ça veut dire que bâtir le football africain sur ses réalités, sur sa compétence, sur ses atouts, au lieu de vouloir externaliser ce football, ou alors au lieu de vouloir le faire copier au modèle. Est-ce que ça passe aussi peut-être par déjà commencer par avoir des sélectionneurs locaux ou alors nationaux, comme c'est le cas du Ghana et du Nigeria? Je crois que toutes les équipes africaines qui font des résultats aujourd'hui sont celles qui ont intégré en leur sein des sélectionneurs nationaux. Le Cameroun a eu une meilleure prestation en 90 parce qu'il y avait une batterie de sélectionneurs camerounais derrière. Le Nigeria le fait depuis un bon bout de temps. Le Ghana est en train de le démontrer. Aujourd'hui, la question ne se pose pas à ce niveau. Nous avions en Afrique des entraîneurs de haut niveau qui sont même, s'il n'y avait pas de frustration au niveau international, qui rivalisent même d'adresse avec ceux qui sont au niveau international, qu'on les laisse aujourd'hui se mettre au travail, prendre nos réalités, parce que quand vous voulez vous dépouiller de votre noyau principal, de votre source principale, vous avez des lacunes, vous êtes, comment je peux le dire, vous êtes dépouillé de votre moelle substantielle. Et c'est ça le football africain. Le football africain, on doit le laisser aujourd'hui au stade originel. Il est rustique, il est fait de plein d'atouts, et c'est ces atouts qu'il faut valoriser. Bon, et là aussi, je voudrais terminer pour dire, aujourd'hui, les 5 nations africaines qui sont projetées pour ce mondial... Il n'y a que 2 qui ont des sélectionneurs locaux, hein? Oui. Le Ghana et le Nigeria. Bon, mais ce que moi je voudrais dire, c'est que les équipes africaines projetées dans la Coupe du Monde aujourd'hui ont leur mot à dire. Très bien. Samy Koton, curieusement... Je vais rebondir un peu. Vous rebondissez et puis je pose la question. Des sélectionneurs. Tout à fait. Justement, j'en venais. Justement, est-ce que le fait de partir avec des entraîneurs, entre guillemets, expatriés ou bien européens,
les Africains continuent toujours à demander, à tendre la main. Vous savez, la qualité... Vous ne faites pas confiance aux entraîneurs locaux, pourtant qualifiés. On peut faire confiance aux entraîneurs locaux. Malheureusement, c'est pas des diplômes locaux. Non, internationaux. Oui. Il y en a qui ont des diplômes UEFA et tout, donc oui, ça c'est très bien. Qu'est-ce qui se mais passe? c'est des diplômes qui sont validés uniquement qu'en Afrique. Malheureusement pour vous, vous n'allez pas arriver en Europe avec un diplôme. De sur quoi comme je ne sais pas comment vous les appelez ici. UEFA. Vous ne pouvez pas travailler en Europe. Parce que eux, là-bas, ils ont fait leur coopératif. C'est comme ça. J'en ai encore discuté récemment à la dernière ARG du 12 mai. Vous comprenez? Et les agents sportifs qui ont eu leur diplôme en Afrique auront du mal à travailler. Ils sont obligés d'avoir un confrère là-bas qui va pouvoir les représenter. Donc, alors que c'est des diplômes internationaux FIFA. C'est pour vous dire comment on vous gère. C'est-à-dire que vous avez les mêmes diplômes pratiquement, comme on dit les autres là-bas, sauf que vous ne pouvez pas travailler à l'international. Monsieur Koto, donc monsieur pour Koto, moi, une minute, monsieur Koto. Oui. Il y a des entraîneurs, je prends un exemple, vraiment banal, je ne connais pas, monsieur Richard Toa, qui a une licence à UEFA obtenue en Allemagne. Oui. Vous dites qu'il ne peut pas travailler en Allemagne? Ben écoutez, s'il peut travailler en Allemagne, parce qu'il peut travailler en Allemagne. Maintenant, il faut qu'il y ait un club, un président de club qui lui fait confiance. Moi-même, je suis entraîneur professionnel en France. Je n'ai pratiquement pas de club. Du coup, moi, j'ai pris une voie de passer un autre diplôme optionnel, préparateur physique, qui m'a permis quand même de rentrer dans le milieu professionnel. Vous voyez, après, ça dépend de chacun. Mais par contre, sur la qualité de l'entraînement, moi, j'admire les entraîneurs locaux. Je les admire énormément parce que arriver à travailler avec leurs petits moyens qu'ils ont, ils n'ont pas cette expertise scientifique que nous, là-bas, on en a. Ils arrivent vraiment à faire des bonnes choses. Mais ne les comparez pas, ils n'ont pas le niveau des entraîneurs à l'extérieur. Parce qu'ils n'ont pas ces moyens. Mais par contre, ils sont à féliciter. Moi, je ne peux pas renier leur qualification. Ils ont des statuts entraîneurs professionnels. Mais moi, je vais vous dire, j'ai assisté à des séances d'entraînement. C'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'aimerais avoir le socle de la qualité de formation qu'on leur ramène. Alors, ici. à vous entendre, ça veut dire donc que les sélections africaines ne sont pas encore prêtes à, comment dirais-je, à avoir comme sélectionneurs des locaux. Hein? C'est ça, c'est ce que vous voulez dire? Vous avez sélectionneur. Parce qu'il y a par exemple un Stéphane Keshi qui est entraîneur au Nigeria et qui irait en Coupe du Monde avec... Stéphane Keshi, il a fait un très bon parcours. Mais il s'est entouré de véritables professionnels, des gens qui connaissent le métier. D'accord. Mais moi, le problème des sélectionneurs qui recommandent, moi je l'ai encore souligné récemment à l'UNICATEF, arrêtons de donner à ces pays-là qui vous prennent des sélectionneurs du jour au lendemain les jeunes. Prenez-les avec un véritable projet. Oui. Moi, un sélectionneur doit rester au minimum 3 ans. Oui, mais c'est toujours le cas. Mais sauf que ces sélectionneurs, lorsqu'ils arrivent, ils ne veulent pas respecter ici, chez nous en Afrique, le gars, il arrive, il n'a même pas le temps de faire le boulot. Qu'il est reparti. Il est déjà reparti. Il ne réside d'ailleurs même pas en Afrique. Vous savez, la solidité, il a dit tout à l'heure, si vous n'avez pas une bonne fondation, vous allez marcher sur les pilotis. Si vous avez, à chaque fois, vous changez, les bons clubs qui fonctionnent bien gardent un entraîneur 4, 5, 6 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, la Coupe du Monde, justement, la Coupe du Monde va charrier, on va dire quoi, beaucoup de commentaires. Et il y a un joueur camerounais qui a presque surpris tout le monde, Benoît Assou-Ekotto. Pour lui, le meilleur joueur, n'est-ce pas, brésilien, c'est vrai qu'il n'est pas sélectionné, mais il reste Ronaldinho. Benoît Assou-Ekotto a vraiment surpris tout le monde. On propose de regarder cet élément et on revient juste derrière. Many Brazilian players have entertained us down the years, but who's your favourite? Here to tell us his is Benoît Assou-Ekotto. Ronaldinho. I saw him play at PSG, at Paris Saint-Germain, where he started his career in Europe, and then at Barcelona. He's very gifted technically and very intelligent. As well as being able to do the most complicated things, he can also play it simple. I love the way he can switch between the two. Voilà, Ronaldinho, malheureusement, vous n'aurez pas l'occasion de le voir puisqu'il n'a pas été retenu par le sélectionneur du Brésil. Le Brésil, Sami Koto,
c'est les participations des 5 équipes africaines, on va y revenir tout à l'heure, mais c'est également le problème de logement. C'est vrai, il y aura des hôtels, il y aura des hôtels 4, 5 étoiles, peut-être 6 étoiles même, mais les Brésiliens ont voulu donc juguler, on va dire quoi, cet aspect de la chose en créant ou alors en organisant des logements alternatifs qui ont été déployés, n'est-ce pas, du côté de Rio de Janeiro à l'approche de ce mondial pour pallier justement à ce trop-plein des touristes qui viendront du côté du Brésil. Voici l'élément que nous reposons sur les logements sociaux au Brésil. Pour accueillir les touristes de la Coupe du Monde, l'hôtel de Lisa, situé à quelques minutes à pied du Maracanã, a beaucoup changé. On installait un coffre-fort dans l'armoire. Avant, à la place de cette armoire, il y avait une baignoire à hydromassage. Il y a encore 3 ans, toutes les chambres ressemblaient à ça, avec forfait à l'heure sans réservation et décoration suggestive. En vue du mondial, 12 des 60 motels de Rio ont été reconvertis en hôtels classiques, libérant 1000 chambres supplémentaires. Le Brésil attend 600 000 visiteurs étrangers, bien au-delà des capacités du parc hôtelier traditionnel. Certains habitants, comme Fabio, ont donc flairé la bonne affaire. Il loue son appartement le temps de la Coupe du Monde. 9000 logements seraient ainsi sur le marché, contre 2000 en temps normal. Il y a un frigo à 2 étages, un congélateur, une machine à café, un grille-pain. Les hôtes vivront ici comme des locaux et bénéficieront de tous les avantages de vivre dans un vrai appartement. Et pour Fabio, c'est le jackpot. Les 8 supporters argentins qui poseront leurs valises ici débourseront 18 000 € pour 45 jours. Autre alternative, nettement plus économique, les auberges qui se sont multipliées dans les favelas. Myriam, suédoise, habite à Babylonia depuis 2 mois. Voici ma chambre. Ça, c'est mon lit avec mon berimbau accroché au-dessus. Un confort modeste, mais une immersion dans un Brésil authentique. Je me sens en sécurité ici. J'aime tout dans cette favela. Ils ont une école, des bars sympas, de bonnes vibrations. On fait de belles rencontres. 14 € la nuit en temps normal, 40 € pendant le mondial. Ici aussi, les prix vont grimper. Mais on reste loin des tarifs pratiqués dans les hôtels, jusqu'à près de 500 € les soirs de match dans le quartier de Copacabana. Alors, Samuel Zoké, un pays qui organise une Coupe du Monde, c'est aussi des dispositions particulières. Malgré tout ce qu'on dit sur le Brésil, est-ce qu'on ne peut pas dire à notre niveau que le Brésil, effectivement, se prépare, mais s'est préparé davantage à organiser des logements alternatifs que nous venons de voir. C'est dit que les Brésiliens ont, n'est-ce pas, pris la mesure de la chose et ils sont en train de tout faire pour pallier à toute éventualité. Oui, je crois que c'est comme ça que les choses devraient être faites. Une chose est regrettable, tel que le Brésil avait conçu son mondial, aujourd'hui il y a des petits couacs, des petits dysfonctionnements, des petits ratés, mais il faut trouver des moyens compensatoires. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire pour le bien-être de tous ceux qui vont se rendre au Brésil. Moi je crois que ça arrive, mais il faut toujours à chaque chose prévoir une solution alternative. C'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est très bien. Sami Koto? Moi, je pense que ce problème est beaucoup plus apparu, tout simplement parce que voyant leur capacité hôtelière saturée, et puis, attention, parce qu'il y a des mouvements sociaux quand même au Brésil, la population ne voyant pas beaucoup plus de gains de leur côté, donc le Brésil a pris la responsabilité de partager un peu le gâteau. C'est une opération économique qu'ils sont en train de faire là. Ils se sont dit, bon, les gens sont mécontents, oui, qu'est-ce que le mondial nous ramène et tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à la population, rénovez un peu vos appartements, rénovez vos maisons, vous allez les mettre à la disposition du Brésil, du mondial, et vous allez peut-être avoir un petit peu de minimum de revenus, de retombées économiques. Donc ça, c'est des alternatives quand même. Mais jusqu'à présent, c'est positif. Voilà, mais jusqu'à présent, le problème sécuritaire reste très primordial et le Brésil a un défi, c'est celui justement du défi sécuritaire. Juin 2013, une fronde sociale sans précédent secouait la Coupe des Confédérations.
Un an après, le mouvement s'est essoufflé mais radicalisé avec un noyau dur de manifestants qui promettent de se mobiliser lors du mondial de football. Le monde entier aura alors les yeux rivés sur leur pays et le Brésil sera en pleine campagne pour les présidentielles de l'automne prochain. Notre pays n'a pas besoin d'une Coupe du Monde, mais d'une éducation de base pour pouvoir nous développer. Mais pas question pour les autorités de laisser ces manifestants gâcher la grande fête du football. Elles mobiliseront 170 000 policiers, agents privés et militaires si besoin dans l'ensemble du pays. Des forces de l'ordre qui devront aussi faire face à une criminalité très élevée au Brésil. Fin mars, les autorités ont repris triomphalement le contrôle de l'immense complexe de favela de la Maré, fief des narcotrafiquants situé à un point stratégique près de l'aéroport international de Rio. Mais ces opérations policières spectaculaires avec des centaines d'hommes, de chars et d'hélicoptères blindés sont vivement critiquées par les habitants. Ce sont des mesures palliatives pour des répercussions médiatiques. Mais le problème ne fait que se déplacer. La politique de sécurisation menée activement depuis 6 ans a pourtant bien contribué à faire baisser le taux d'homicide de moitié à Rio. Mais elle se heurte désormais à une recrudescence du crime organisé qui a coûté la vie à 6 policiers dits pacificateurs depuis novembre dernier. Mi-avril, des barricades en feu dans une favela en plein cœur de Copacabana. Des habitants se révoltent après le meurtre d'un jeune danseur qu'ils attribuent à la police. Police qui réplique à balles réelles et tue un manifestant. Ils ne viennent pas dans la favela pour organiser les choses. Ils viennent pour apporter l'enfer. À quelques semaines du mondial, c'est un coup dur pour les autorités, même si elles persistent à se vouloir rassurantes. Les trafiquants tentent, d'une certaine manière, de banaliser l'action de la police, précisément parce qu'ils voient que leur territoire est en train de leur échapper. Nous aurons une Coupe du Monde sûre. Malgré ces violences, les organisateurs du mondial continuent eux aussi d'afficher une belle confiance. Ce qui s'est passé à Rio ne met pas en danger l'organisation de la Coupe du Monde. Du tout. Une Coupe du Monde qui devrait attirer 3 millions de touristes brésiliens et 600 000 étrangers. Des touristes appelés à la prudence, en particulier à Rio, où la petite délinquance a explosé ces derniers mois, notamment dans les quartiers touristiques comme Copacabana. La question de sécurité, ou alors le problème sécuritaire, le défi sécuritaire préoccupe donc plus d'une personne au Brésil. Samuel Zoker, vous avez vu les images, on est pratiquement sur 2 antipodes, sur 2 bords. Il y en a ceux qui estiment que c'est une bonne chose et d'autres qui pensent que la Coupe du Monde au Brésil, les Brésiliens eux-mêmes pensent que ce n'est véritablement pas la solution pour résoudre les problèmes de pauvreté dans ce pays. Oui, je crois que c'est un problème récurrent. Il ne se pose pas seulement au Brésil. Imaginez-vous aujourd'hui si le Cameroun se projetait à organiser une Coupe d'Afrique. 2019, c'est le cas. Voilà, vous allez toujours trouver des gens qui vont trouver en cette occasion-là une manière de faire parler leurs égos, de faire éjaillir leurs frustrations. C'est la même chose au Brésil. La Coupe du Monde offre une belle tribune pour des revendications sociales, offre une bonne tribune pour tous ceux qui veulent gesticuler, tous ceux qui veulent, comment pas gesticuler, mais tous ceux qui veulent secouer un peu les choses. Et c'est bien, parce qu'une chose est réelle. Chaque fois que vous avez ce genre de choses en avance, ça vous donne la possibilité de vous préparer. Or, si cela arrivait pendant la Coupe du Monde et qu'on n'était pas préparé à cela, ça allait être compliqué. Mais Sami Koto, est-ce que justement la question n'inquiète pas? Parce que à quelques jours seulement du mondial, on a l'impression que les manifestations continuent à déborder. Est-ce que la police aura la force nécessaire pour juguler? Vous avez vu la foule? Moi, j'ai eu peur sur ce plateau. Oui, Michel, c'est une question qui ne va pas nuire. La compétition va se dérouler, elle va très très bien se dérouler et la sécurité sera assurée. Effectivement, voilà pourquoi on va revenir sur l'aspect social de notre sport. Qu'est-ce que ça reflète? Qu'est-ce que ça rejette après? Quand vous voyez la Coupe du Monde, on construit des appartements d'accueil, plein de choses. Est-ce que ça peut profiter après à la population? C'est ça que les gars, ils revendiquent. Qu'est-ce que ça va nous apporter, la Coupe du Monde?
Donc c'est un gâteau. Et là, c'est les pauvres qui se posent cette question. Oui, parce que les favelas, tout à fait. Il y a plein de pauvres. Oui. Donc les gars, ils se disent, mais on nous oublie, on vient nous faire, on nous construit des trucs, mais on ne vient pas construire tout à fait. On aurait pu aller construire des cités d'hébergement là-bas qui peuvent servir après la Coupe du Monde. Parce que je vais vous rappeler, on a envie de vision, des choses. Des pays qui ont organisé des grosses compétitions des Jeux Olympiques. Après abandonner tous les sites qui ont été construits tout neufs ont été abandonnés, des stades complètement construits, abandonnés seuls, parce qu'ils ont été construits loin des populations qui pourront s'en servir et qui en ont besoin. Donc ça, ces revendications-là sont légitimes, mais en même temps, c'est pas ça qui va... Voilà, alors je rappelle que la question inquiète, hein, elle inquiète jusqu'au sommet même des personnalités sportives. Pelé est monté au créneau pour crier son ras-le-bol pour ce qui est justement des retards causés dans la construction de certaines infrastructures. Mais de l'autre côté, il y a un ancien joueur, Rivelino, qui a donc remporté, qui a été un joueur emblématique dans les années 70, dans les années 70 au Brésil, qui est venu un peu, on va dire quoi, contrecarrer ou alors rassurer les uns et les autres. On vous propose cet élément croisé des deux personnalités sportives. Je suis inquiet, très inquiet. Il y avait suffisamment de temps pour terminer les stades. Et malheureusement, le stade qui accueillera le premier match de la Coupe à Sao Paulo n'est pas encore prêt. Je crois que le Brésil a perdu une grande opportunité. Un pays qui accueille 3 grands événements comme la Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, ça doit apporter des revenus, un afflux de touristes et ça doit être très bien organisé. Malheureusement, les manifestations ont tout mélangé. Je pense que ce sont de grandes opportunités pour le pays, mais que ce qui se passe n'est pas bon pour le Brésil. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut distinguer la question des stades et les manifestations concernant la corruption. Il fallait les faire, mais pas maintenant. Luis Felipe Scolari a nommé de très bons joueurs pour le championnat. Dante se bat pour la place avec David Luiz. Apparemment, Scolari va utiliser Thiago Silva et David. Mais Dante a déjà montré qu'il joue très bien si on lui en donne la possibilité. Et Luis Gustavo sera titulaire à mon avis. L'équipe d'Allemagne est plus mature qu'en 2010. Je crois que c'est le devoir de l'Allemagne de jouer une grande Coupe du Monde. Tout le monde parle de l'Allemagne. Je les vois parmi les favoris. Le Brésil a toujours eu historiquement 2 ou 3 excellents attaquants. Aujourd'hui, c'est différent. Nous n'avons que Neymar, qui peut faire la différence, et Fred, qui est un buteur. Mais il faut que le ballon arrive jusqu'à lui. Une finale entre le Brésil et l'Allemagne serait fantastique. Je ne sais pas si c'est possible ou s'ils risquent de se rencontrer avant, à cause des groupes. On verra. Le regard croisé donc de Pelé, plusieurs fois vainqueur de la Coupe du Monde, et bien sûr Rivelino qui a été vainqueur de la Coupe du Monde 1970. Ça confirme un peu. Est-ce que la position de Pelé confirme un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Samy? Oui, elle confirme, mais bon, je ne comprends pas très bien. Il est très inquiet. Oui, il est inquiet. Parce que le Brésil a quand même déjà organisé, c'est la 3e grande compétition après la Coupe de Confédération. Oui, la Coupe du Monde, il y aura également les Jeux Olympiques. Pelé me surprend quand même quand il dit qu'il est inquiet pour les stades. C'est Pelé, non? Oui, c'est Pelé, c'est vrai. Mais il faut qu'il soit aussi inquiet pour la population qui réclame des choses, qui ont trouvé une vitrine. Hein, c'est la seule façon pour eux de que le monde sache qu'ils sont dans une misère. Et on vient leur apporter une Coupe du Monde. Oui, mais tout le monde le sait depuis que le Brésil, c'est la misère. Qui coûte de l'argent. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils réclament? Moi, c'est revendications. Je les vois comme ça, sur l'aspect social. Oui, la Coupe du Monde, bien, on peut l'accepter. Mais ça nous rapporte quoi après? Est-ce qu'on va continuer à vivre dans cette pauvreté-là? Est-ce que le football ne peut pas être quelque part un vecteur social, comme il est même déjà aujourd'hui? Voilà, moi, ma question. Très bien. Voilà. Alors, Samuel Zoké, est-ce qu'au Brésil, est-ce que quand Pelé fait une sortie, on ne devrait pas dire Amen?
Non, je ne sais pas ça. Je crois qu'au Cameroun, on a souvent aussi des sorties d'Albert Roger Mila. Vous n'allez pas comparer Roger Mila au roi Pelé. J'ai dit, pour nous aussi au Cameroun, c'est notre Pelé camerounais. D'accord. Il arrive de temps en temps aussi qu'il ait des points de vue que nous ne partageons pas entièrement. Bon, c'est des hommes, hein, c'est des hommes qui ont leur point de vue. Nous devons d'abord prendre ces points de vue comme des points de vue des hommes. Sauf que Pelé dit qu'on a organisé la Coupe de Confédération, on n'a pas vu de retombées. Là, voilà la Coupe du Monde qui arrive, il y a les Jeux Olympiques. Ces inquiétudes semblent être profondes quand même. Non, j'ai dit bien ces inquiétudes. Monsieur Samy l'a dit tout à l'heure, hein, tout ce que Pelé pose comme problème est réel. C'est des problèmes réels et légitimes d'ailleurs. L'organisation pratique. Vous savez. Mais quant à compromettre une bonne organisation de la Coupe du Monde, c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Nous savons qu'il y aura une belle Coupe du Monde au Brésil, malgré les dysfonctionnements observés à l'heure actuelle. Non, mais Samuel Nzoké, est-ce que ce n'est pas le Camerounais, permettez, du Cameroun, très loin du Brésil, qui le dit parce qu'il vit la situation de manière lointaine? Parce que là, on a quelqu'un qui est au Brésil, qui s'inquiète. Ce que je vais vous dire, Michel, c'est qu'en Afrique du Sud, on a connu pratiquement le même scénario. Est-ce que c'était la même ampleur? Non, en moins une semaine, en Afrique du Sud, on nous faisait croire qu'il n'y aura pas de sécurité et rien n'était prêt. Le système de transport même n'était pas là. Mais jusqu'aujourd'hui, unanimement, on reconnaît que l'Afrique du Sud a organisé l'une des meilleures Coupes du Monde. Le président de la FIFA l'a d'ailleurs confirmé. Voilà, et je suis d'avis aussi que le Brésil réussira à organiser une belle Coupe du Monde. C'est vrai, il y aura des heurts, ça et là, mais cela ne va pas entacher la belle compétition qui doit se dérouler au Brésil. Voilà, le stade de Manaus, les Lions vont affronter le stade de Manaus, la Croatie. Voilà, le 18 juin prochain, le stade de Manaus. Donc, au Brésil, on a rebaptisé cela le cheval blanc. Je ne sais pas trop pourquoi. On va regarder ensemble l'élément pour voir à quoi ressemble justement ce stade de Manaus. Un joyau architectural qui a été construit pour la circonstance. Une structure métallique de 6000 tonnes dont la forme rappelle un panier tressé, une toiture transparente capable de capter l'eau de pluie et 44 000 sièges aux couleurs des fruits de la région. Le nouveau stade de Manaus, qui accueille 4 matchs lors du mondial, a fait la fierté de ses constructeurs. Pour nous, l'arène de l'Amazonie sera le nouveau théâtre du XXIe siècle. Ce stade représentera tous les défis techniques pour réaliser cette construction magnifique. Et il attirera un public venu du monde entier pour le voir, au centre de l'Amazonie. Le théâtre, c'est une allusion au Teatro Amazonas, l'opéra de Manaus. Un opéra en pleine jungle, construit à grands frais à la fin du 19e siècle par les barons du caoutchouc, puis tombé en décadence dans les années 20. Aujourd'hui, des spectacles y sont à nouveau joués régulièrement, mais pendant des dizaines d'années, il est resté vide, faute de représentation. Alors, le stade risque-t-il de connaître le même sort? Beaucoup d'habitants le redoutent car Manaus n'a pas d'équipe de football en première division et la plupart d'entre eux n'ont pas les moyens de se payer une place. Il y a eu tout un débat au début de la campagne pour que Manaus soit une ville hôte de la Coupe du Monde. La Coupe devait laisser tout un héritage pour Manaus. Plusieurs projections ont été faites avec des améliorations dans les transports. Mais pour résumer la situation, les gens n'approuvent pas le fait que de telles sommes d'argent soient investies dans le football. Le bâtiment a coûté 208 millions d'euros d'argent public et son entretien s'annonce lui aussi très coûteux. Mais si certains parlent déjà d'éléphant blanc, les partisans du stade espèrent qu'il attirera les touristes dans la région. L'opéra, justement, devenu un emblème de la ville. L'opéra de Manaus a toujours été très important pour nous. Cela a toujours été le cas. Même quand Manaus est tombé en décadence, c'était toujours un symbole, une carte postale. Les habitants d'Amazonie, surtout la génération du début du siècle et les suivantes, étaient fiers de le présenter aux visiteurs du Brésil et du monde entier. La justice brésilienne avait suggéré de convertir le stade en une prison temporaire, option rejetée par le gouvernement qui réfléchit activement à la reconversion du stade après le mondial, peut-être bien le mettre en concession. Voilà, le stade de Manaus fait partie donc des 12 stades qui ont été retenus pour abriter les rencontres. Le Cameroun, justement, va rencontrer la Croatie le 18 juin, le 18 juin à 18h heure du Cameroun, 20h heure du Brésil, dans ce stade-là. Alors, Samy Kotor,
ça corrobore un tout petit peu à ce que vous dites tout à l'heure. Voilà un stade qui a été conçu dans une ville qui n'a pas d'équipe en première division. Bon, ça pose un problème peut-être, les problèmes, on va dire quoi, socio-économiques du sport, je l'imagine. Effectivement, on est en plein dedans. Vous prenez un stade que vous posez en pleine nature, dans une ville où il n'y a pas de footballeurs, il n'y a rien. C'est comme si on prenait un stade posé du côté de Mulundu, à l'est du Cameroun. À l'est du Cameroun. Il n'y a même pas de la route pour y accéder. C'est bien beau, on va avoir une compétition là-dessus. Mais est-ce qu'on a envisagé l'après-compétition? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont envisagé déjà de localiser un club professionnel pour y aller. On n'en sait rien. Mais c'est là où la population se dit, mais ça nous rapporte quoi? Ça nous rapporte quoi? Et surtout que l'entretien de ce stade, qui coûte cher. Ça va être excessif. Ça coûte cher. Les chiffres sont effroyables. On ne pourra jamais continuer à faire un entretien sur quelque chose qui ne sert pas. À un moment donné, il sera peut-être question de le démanteler. Tout à fait. Donc, le délocaliser, est-ce possible? On peut le démanteler carrément. Le démanteler. Oui, laisser un espace vide comme ça. Alors, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est OK. Aux États-Unis, justement. Voilà. Alors. Enfin, s'il faut faire un commentaire là-dessus, je crois que Samy l'a dit tout à l'heure, il y a la plupart des stades qui sont en train d'être construits. Ils sont 12, hein? La plupart vont être démantelés parce que l'investissement n'est fait que pour la Coupe du Monde. Et là, il faut réellement poser les problèmes du sport aujourd'hui. D'autres seront transformés en lieux de loisirs, de plaisir. Voilà. D'autres même vont devenir des centres commerciaux. Tout à fait. Voilà, bon, mais la réalité aujourd'hui, c'est ça un peu l'évolution du monde. Il faudrait qu'on se pose les questions. La FIFA a pris une ampleur sur le monde et sur les affaires, bien sûr. Si bien qu'aujourd'hui, on a l'impression que la FIFA est tellement en avance sur les problèmes de développement. Parce que l'organisation d'une Coupe du Monde devait participer au développement du pays dans lequel on a confié. Là où la Coupe du Monde passe. Là où on a. Est-ce qu'on peut dire là où la Coupe du Monde passe, le développement forcément? Le développement devrait suivre, sauf que là maintenant. Souvent c'est lié. Là maintenant, on ne voit que l'aspect touristique et l'aspect spectacle. Voilà. Bon, les autres aspects économiques ne sont pas pris en compte. Et c'est là où vous voyez les soulèvements sociaux, parce qu'il faudrait qu'on intègre cette compétition à l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Très bien. Alors, Samy Koto, si je vous posais une question qui me semble être une question cool, quel est l'élément, pas peut-être de publicité, mais quel est l'instrument d'animation qui a retenu votre attention en Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud? En Coupe du Monde 2010, c'est-à-dire que vous savez, en Coupe du Monde 2010, ça a permis 2010, ça a permis à l'Afrique du Sud d'évoluer un peu sur la qualité de son football local. D'accord. Vous avez 5 sur 10, mais j'ai dit, quel est l'instrument en termes d'animation dans les stades qui a retenu votre attention? Le Vuvuzela. Très bien. 10 sur 10. Alors, au Brésil, vous allez le voir, on ne parlera plus de Vuvuzela, on parlera plutôt de Diabolica. C'est un contraste, semble-t-on dire. On va voir l'élément et puis on revient derrière. C'est le son qui veut envahir tous les stades. Voici la Diabolica, une trompette télescopique née il y a quelques mois à Mons, en Belgique. Son principe est simple. Elle se compose de 3 parties. On a le bec, on a l'extension et la trompette. Quand on replie les 3 en un, l'objet est fermé, il ne bouge plus, on sait le mettre en poche et aller dans le stade directement avec. Ne vous avisez pas à la comparer à une vuvuzela. La Diabolica se voit plutôt comme la concurrente de la corne de brume, qui, elle, est interdite dans les stades en raison de son fonctionnement au gaz. Grâce à sa membrane spéciale, la Diabolica peut aller jusqu'à 98 décibels. Tout est déclinable à n'importe quelle couleur, que ce soit pour des clubs sportifs, pour des couleurs de pays, pour des couleurs de manifestations, de sociétés. Il y a 1 millier de déclinaisons possibles. La Diabolica a été conçue en Belgique, mais elle est fabriquée à Madrid. Du Made in Europe pour un succès déjà mondial, plus de 250 000 exemplaires ont été vendus et le produit a même séduit quelques stars du football. Ronaldo, le Brésilien, nous l'a chippé, enfin volé. Il voulait la prendre avec lui, il voulait absolument une Brésilienne et là, ça n'avait pas avec nous. Donc il a pris une Portugaise avec lui pour emmener au Brésil, pour montrer le projet, pour le présenter à des producteurs. De là, toutes les plus grandes personnalités qui étaient là étaient intéressées à les produire dans leur pays, d'où tous les contacts qu'on a maintenant avec le monde entier. Les concepteurs l'annoncent, ils ne se cantonneront pas au seul football.
Rugby, basket, pour la Diabolica, le mondial n'est qu'un début. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Alors, Samy Koto, Diabolica, Vuvuzela. Est-ce qu'on peut dire que la Diabolica est le prolongement, l'extension, la modernisation du Vuvuzela? Il faut le dire, c'est comme si c'est un Vuvuzela amélioré, c'est-à-dire que mise à jour, comme on dit souvent. Hein, ça crève l'écran carrément, ce Vuvuzela. Mais Samuel Nzoké, en Afrique du Sud, le débat a fait... On va dire quoi? Le débat a fait des vagues. Vuvuzela, on disait que ça apportait beaucoup de bruit. On a même failli interdire le Vuvuzela. Voilà que le Brésil veut instaurer la Diabolica. Est-ce que le débat ne risque pas de rejaillir, ne risque pas de revenir sur la place publique? Mais si vous avez suivi, je ne connais pas lire les décibels, mais là vous voyez que c'est un peu atténué. Oui, ça a été et comme M. Koto l'a dit tout à l'heure, la Diabolica, c'est Vuvuzela modernisé, voilà. Amélioré. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, on va vous inviter maintenant à regarder un but qu'on a. C'est le but de la Copa del Mundo. Hein. En 2003, le Brésil rencontrait le Cameroun, je crois, en phase de poule, voilà, de la Coupe des Confédérations. Et ce jour, Samuel Eto'o a pratiquement crevé l'écran. Son but était un but exceptionnel, d'une frappe sèche lointaine. Tous les spectateurs ce jour-là se sont régalés. Eto'o! What a goal! Samuel Eto'o, let's hear it for him. It may well have won a victory over the world champions for the reigning African champions. The ball was headed forward, hesitation from Lucio, and it's blasted over the top of Dida by Real Mallorca's #1 striker. Samuel Eto'o has one of the most precious goals of his international career. Voilà, Samuel Eto'o, Cameroun-Brésil. Alors, Samuel Nzoké, j'imagine que ce genre de but, vous souhaiterez, n'est-ce pas, les revoir lors de la rencontre Cameroun-Brésil le 23 juin prochain. Là, c'est un but pratiquement d'anthologie. Hein. Tout à fait. Je crois que, comme vous l'avez si bien dit, tous les Camerounais rêvent de voir ce genre de but au mondial brésilien. Très bien. Alors, Samy Koto, on va bientôt mettre un terme à cette édition. Si on revenait de manière globale sur la participation des Lions indomptables dans cette phase finale de Coupe du Monde, pour vous, vous restez un entraîneur optimiste sur les réelles chances du Cameroun d'accéder au second tour et pourquoi pas de faire mieux qu'en 2010 ou alors en 90, parce qu'en 2010 ce n'est pas le bon exemple, nous sommes sortis de manière historique avec 0 point. Je vais revenir un peu sur l'aspect du but. Pour moi, c'est un but qui est, en tant que technicien, moi c'est mon regard. Hein, je ne regarde pas forcément en tant que passionné, parce que cette vidéo-là, on l'a disséquée pour voir un peu. Donc je vais appeler peut-être à vos techniciens d'essayer de pour voir un peu comment et pourquoi il a marqué ce but. On remet l'image. C'est un joueur qui a pris l'information très tôt. Le gardien était déjà très avancé. Il a vu l'erreur du défenseur qui va bêtement vers le ballon et hop, le ballon passe au-dessus. Voilà. Le gars, il savait déjà que le gardien était avancé. La seule solution, voyant deux joueurs qui venaient l'enfermer par rapport à ce ballon, il a tout de suite pris sa chance et voilà, boum. Ça, c'est la qualité d'un grand joueur. C'est là. Voilà. C'est la qualité d'un grand joueur intelligent. Là, vous voyez, oui. Hop. Lui, il avait déjà l'information avant d'aller chercher. Hein. Hop, le gardien est sorti, imparable. Un lobe magnifique. Tout simplement, la prise d'information a été très très précoce et puis là, le résultat est magnifique. Donc, revenons maintenant sur notre équipe. Oui. Hein. Franchement, je vais dire à tous les Camerounais, n'ayez pas peur. Quand je regarde la liste de ces joueurs-là, c'est des véritables professionnels. Moi, je leur fais confiance. Mais plonger dans une fédération des amateurs? Oui, mais bon, ils restent professionnels puisqu'ils évoluent, la majorité évolue plus à l'extérieur. Et je pense que c'est leur expérience venant d'ailleurs, hein, qu'ils ramènent alors à ce moment-là. Eux, ils nous ramènent cette expertise qui nous manque. Même s'ils ont des amateurs qui les entourent, qui font tout et n'importe quoi, bon, eux, ils restent professionnels. Et je l'espère, parce que c'est ça qui va permettre demain à nos amateurs, là, les organisateurs
notre équipe nationale, de réfléchir un peu si eux n'ont pas besoin d'une formation spécifique à leur métier. Donc pour moi, je reste serein, je fais confiance au choix du sélectionneur. Bon, apparemment, on dit même que ce ne sont pas ses choix. Donc, c'est quand même des sacrés joueurs et c'est des bons joueurs professionnels. Et ils resteront. Le seul souci que j'ai peur, c'est que ceux qui sont là, fragilement psychologiques, avec cet aspect, il a dit tout à l'heure, mon cher ami Samuel, ça peut jouer psychologiquement cet aspect de prime-là, qui est en train de se négocier là maintenant, la veille d'une compétition. C'est malsain. Voilà. Malsain, et puis, nous l'avons réservé presque pour la fin, avant de venir donc mettre définitivement un thème à cette édition. C'est un générique qui va faire le tour des télévisions tout au long de cette campagne du Mondial 2014 au Brésil. Nous sommes allés découvrir, voilà, nous sommes allés à la recherche de ce générique-là. Il est magnifique, je n'aime pas trop qualifier parfois des choses faites par des... Mais je crois que là, cette fois-ci, je suis dans l'obligation de le dire, il est très beau. On le regarde et juste derrière, nous clôturons l'édition. Voilà. Samuel Zoka, on peut dire que Camus 24 est en avance. Hein. Félicitations à toute l'équipe de production, au réalisateur en chef Cyril Dormont. Ces images-là sont presque exclusives puisque nous sommes la première à les diffuser avant même la Coupe du Monde. Oui, je crois que Cyril Dormont a démontré, que ce soit par le passé, que ce soit maintenant, qu'il reste, malgré son jeune âge, l'un des meilleurs producteurs d'émissions de sport. Et aujourd'hui, on dit souvent aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà, et on lui dit félicitations et bon courage. Merci infiniment, Samuel, d'être passé une fois de plus. Je rappelle que vous êtes notre consultant permanent. Vous serez là la semaine prochaine, ou alors vous serez là vendredi prochain, puisque nous allons attaquer justement un costaud, c'est le Brésil. Nous allons disséquer, n'est-ce pas, cette formation et tout ce qui entoure la sélection nationale du Brésil. C'est confirmé, M. Atiba. Merci infiniment également à vous, Sami Koto. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de football professionnel, président du groupe ASS Carès International. Vous êtes également cadre technique de football, membre de l'UNACATEF. Vous l'appelez peut-être l'UNACATEF? L'UNACATEF, c'est l'Union nationale des cadres techniques du football professionnel. Lorsque vous rentrez en France, vous allez passer un bonjour particulier à nos amis de la diaspora. Sans aucun problème. C'est moi qui vous remercie surtout et bravo à Cam News 24 d'avoir cette exclusivité du générique de la Coupe du Monde. Et puis surtout, bravo et félicitations que vos téléspectateurs vous soient toujours fidèles. Merci. Ça, c'est des émissions très importantes pour le pays et pour que le football avance, et il faut ça. Voilà, les Lions affrontent la Macédoine ce lundi du côté justement de l'Autriche. On espère qu'ils vont engager, ils vont donc amorcer cette phase préparatoire par une victoire. 1000 fois merci. Je rappelle que tous les éléments tournés ont été réalisés par Cyril Dormont. Je dis également merci aux autres collaborateurs qui se sont attelés pour la réalisation de cette édition. Nous vous retrouvons vendredi prochain, cette fois-là, avec le Brésil comme zoom de l'émission. Bonjour, bonsoir. Au revoir. Camtel's making it rain with 130% bonus thanks to Tolly Free. Camtel opens the gate to all networks. Tolly Free 1, you just refill 1,000 francs, then activate your bonus by dialing *155*1001*1#. Enjoy 15 minutes call bonus within Camtel network, 3 minutes bonus towards mobile networks during 7 days. Et ce n'est pas fini. Magic in